demandé de quoi faut-il parler. Pas le lycée libre. D'abord, je vais corriger quelque chose, je ne suis pas un politicien, je suis un citoyen qui est tombé dans la politique après la révolution. Donc c'est le hasard, c'est peut-être le jaune, le vert, le rouge, je ne sais pas, ou le multicolore de la société tunisienne qui a fait qu'à un moment je me suis retrouvé effectivement en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Quand on m'a dit, je vous ai dit de quoi parler, on m'a dit c'est libre, j'ai décidé de vous parler de votre futur, de notre futur, du futur de la Tunisie et de ce qui, à mon sens, faudrait qu'on fasse pour donner de l'avenir à notre futur. De l'avenir à notre futur, ça veut dire que dans nos préoccupations, on ne se soucie pas uniquement de nous, mais également des générations qui sont devant nous pour pouvoir relever les défis qui sont devant nous. Pourquoi je dis ça? Je pense qu'on a tous les moyens aujourd'hui, dans notre pays, a tous les moyens de dessiner notre futur à la hauteur de vos ambitions qui doivent être importantes et qui doivent permettre en même temps de vous donner, vous, une intégration, en tout cas de trouver votre place dans la société tunisienne, mais également de penser aux générations futures, qui est une composante essentielle. Pourquoi l'intégration maghrébine pourquoi l'intégration maghrébine et quels sont les enjeux qui sont devant nous? Cette région, la région du Maghreb, sur les 10 prochaines années, sur la prochaine décennie, si on ne veut pas faire face aux défis et aux plus grandes difficultés sociales, on a l'obligation de créer 10 millions d'emplois sur la prochaine décennie, compte tenu de l'évolution démographique et compte tenu de la réalité de nos différents pays, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et de la Libye. On a l'obligation de créer 10 millions d'emplois. Il n'y a pas de dignité, de place pour le citoyen, ce que tu disais là-haut sur l'influence. C'est toujours un peu, je vais faire une petite parenthèse. Simen El-Zahar, qui a commencé, on a joué beaucoup au football ensemble quand on était petit. Il était avec moi à l'école. Siraouf Meni a été un collègue durant différentes années. Et si Badreddine, je ne le présente pas, il parlera après moi, est un ami qui est très cher et que je respecte beaucoup pour son côté innovant et pour son côté entrepreneur. Mais enfin, je ne sais pas de quoi tu parleras, Badreddine. Tu ne sais pas non plus. Ouais. Moi aussi, c'est en arrivant que j'ai essayé de structurer ce que j'avais dit. Aujourd'hui, 10 millions d'emplois, je disais tout à l'heure. Quand on regarde d'un point de vue structure de notre économie, si on approche l'intégration maghrébine avec la structure actuelle de nos sociétés d'un point de vue sociologique et d'un point de vue économique, on n'aura rien compris. Et c'est là qu'intervient l'innovation, et c'est là qu'intervient l'importance de votre contribution et de la pression positive que vous mettrez et de votre contribution et de votre participation à la construction de cette intégration maghrébine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à cette intégration maghrébine, des difficultés qui sont des difficultés politiques. Donc c'est là que je dis que je ne suis pas politicien, parce que le politique, finalement, s'il revenait à sa mission principale, on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que cette intégration maghrébine n'existe pas encore? Quand on regarde toutes les évaluations sur la dernière décennie et les dernières décennies, le la non-intégration maghrébine a coûté à chacun des pays, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Libye, 2 points de croissance sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que notre PIB serait 50% ou plus que 50% plus élevé si on avait eu cette intégration maghrébine par le passé. Ça nous a coûté entre 25 000 et 30 000 emplois sur la dernière décennie par an, c'est-à-dire 300 000 emplois. Imaginez si la Tunisie avait 350 000 ou 400 000 emplois de plus aujourd'hui, quelle serait la situation de notre pays et quelle serait la situation des autres pays du Maghreb. Alors c'est vrai qu'il y a des nœuds, politiques, il y a des nœuds mais maintenant quand on regarde d'un point de vue intégration maghrébine sur le passé, on peut faire, le bilan n'est pas mitigé, c'est un bilan d'échec. Alors que c'est une région où il y a une identité culturelle qui a des millénaires, des siècles et des millénaires. C'est la même langue. On mange la même chose. Et quand vous voulez savoir quelle est l'identité culturelle, vous regardez ce qu'il y a dans l'assiette des citoyens. On mange la même chose, on parle la même langue, on a les mêmes préoccupations, les transhumances de population
dans cette région ont été faites d'est en ouest sur cette région du monde, avec le nord également vers la Méditerranée. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui le bilan est réellement décevant. Je vous donne quelques exemples. En termes de non-intégration maghrébine, il y a quelques exemples qui marchent sur certains secteurs, mais néanmoins, quand on regarde entre l'Algérie et le Maroc, par exemple, l'Algérie et la Tunisie également, l'Algérie importe 0,6% de son agroalimentaire du Maroc et de la Tunisie, 40% du Nord, d'Espagne et de France. Imaginez qu'on change et qu'on arrive à 3-4%, sans être hyper ambitieux, ce que ça changerait sur l'industrie agroalimentaire de ces régions. Donc les secteurs d'avenir, ils sont connus, vous les connaissez, vous êtes dans une école d'ingénieurs, vous les connaissez. Le secteur de l'énergie est un secteur stratégique pour l'humanité et donc pour nous également. Le secteur des technologies, de l'information et de la communication est également un secteur stratégique d'avenir qui doit porter et qui doit transformer cette région-là. J'y reviendrai par la suite. Le secteur du transport aujourd'hui est un secteur essentiel du transport qui puisse demain faire preuve ou tenir compte des énergies renouvelables et être plus performant par rapport à l'environnement, plus performant par rapport à la consommation d'énergie, etc., est également un secteur stratégique qu'il va falloir développer dans le futur, et au niveau de l'humanité, mais également au niveau de notre région. Le secteur de la sécurité alimentaire et de la réforme de notre agriculture et du secteur de l'agroalimentaire est également un secteur stratégique pour les 50 ou pour le prochain siècle. Le secteur de tout ce qui est environnemental, de la gestion de l'eau, est également un secteur stratégique. Pourquoi je parle du secteur de l'eau? Peut-être que vous devez le savoir, je présume. Notre région, et la Tunisie en particulier, est un des pays qui est en stress hydrique fort. Aujourd'hui, on est en train de consommer plus que ce qu'on a. Et si on pense, et si on fait preuve d'un peu de solidarité par rapport aux générations futures, il est urgent de traiter le problème de l'eau et de la consommation de l'eau, avec tout ce que ça induit en termes d'innovation, en termes de restructuration de notre économie, au-delà de la création de richesses, de penser au futur. C'est un point qui est essentiel également, de gérer cette gestion. 80% de notre eau aujourd'hui est consommée par l'agriculture. On a un capital individuel de 500 mètres cubes, mais sur ces 500 mètres cubes, 80% est consommé par notre agriculture qui ne s'est pas rénovée et qui encore aujourd'hui on gère l'agriculture comme on l'a géré il y a 50 ans. Donc il y a une transformation essentielle à apporter dans notre agriculture. Est-ce que la Tunisie seule, avec 10 millions d'habitants, avec une histoire très grande, avec une très grande part de son histoire, par sa culture, telle que je le disais tout à l'heure, est-ce que 10 millions d'habitants, on a la capacité de relever tous ces défis? Je ne pense pas. Est-ce que le Maroc tout seul peut relever tous ces défis? Non plus. Est-ce que l'Algérie tout seul peut relever? Peut-être. Ils ont des réserves, mais enfin, où est-ce que ça va les mener à terme? Je n'en sais rien. Si on prend sur un angle sécuritaire, cette intégration maghrébine est probablement la meilleure réponse positive qu'on peut apporter aux problèmes sécuritaires que cette région connaît, parce que ces problèmes sécuritaires sont avant tout dus à des problèmes sociaux, et il faut traiter les problèmes sociaux pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse, et ensuite on trouvera la réponse aux problèmes sécuritaires de cette région. C'est un impératif, et c'est votre génération, j'en ai la conviction avec notre aide, c'est votre génération qui doit réussir cette intégration maghrébine. Et quand Mel disait tout à l'heure, on est à Tunis, à Sousse, on est aussi à Alger, on est à Casablanca, on est à Tripoli, on est à Nouakchott, on est partout. L'espace de ce Maghreb représente pour cette région l'avenir pour pouvoir transformer nos économies et pouvoir avoir demain, sur chacun des secteurs que j'ai cités, réellement l'introduction de l'innovation. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Sur un marché de 10 millions d'habitants, on n'arrivera pas à transformer, on n'arrivera pas à introduire. Il y aura des succès individuels. Il y en a un en face de nous. C'est pour moi, et je le dis non pas parce que c'est un ami, parce que je le pense, c'est probablement une des plus belles réussites tunisiennes aujourd'hui, c'est celle de Badreddine, il vous en parlera tout à l'heure, mais l'exception ne fait pas la règle. On souhaiterait que dans le futur, ce soit la règle et que tous ces secteurs puissent être portés par une dynamique positive. Et notre région, votre génération, a le droit de connaître cette forme glorieuse
sur les prochaines décennies. C'est pour ça, en tout cas, ce sera le message positif de la Révolution, si on réussit à relever ce défi de pouvoir adresser vos préoccupations, qui sont des préoccupations légitimes. Les préoccupations de la jeunesse sont des préoccupations légitimes, et on n'aura pas fini ce chemin de construction d'un État de droit et de construction de la démocratie si on ne répond pas aux préoccupations de la jeunesse des différents pays. Et ne croyez pas que la jeunesse de l'Algérie, du Maroc ou des autres pays sont différentes des autres. C'est pareil. C'est pareil. Donc on a cette obligation de réussir cette transformation de l'économie pour créer de la richesse, et dans cette obligation, à mon sens, ça passe par une plus grande intégration maghrébine. Ensuite, derrière l'intégration maghrébine, bien entendu, de passer par une intégration dans le bassin méditerranéen avec l'Europe, bien entendu, et on sera plus fort dans nos négociations avec l'Europe si on est solidaire et si on est unis, et si on a une approche commune, et puis ensuite d'aller vers l'Afrique et d'aller vers le reste du monde. C'est probablement la réponse la plus effective et la plus positive qu'on peut avoir. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Si on prend le secteur de l'énergie, ces pays ont des économies qui sont complémentaires entre l'Algérie et la Libye d'une part, qui ont des énergies fossiles aujourd'hui et qui devront connaître la transformation, le Maroc, la Tunisie qui ont le phosphate. On a tout pour être un des pôles les plus compétitifs au monde dans le secteur de l'énergie et dans le secteur de la pétrochimie et de la production d'engrais, on appelle. Et si on réussit ça, c'est des dizaines et des dizaines d'entreprises autour de cette énergie, de ce secteur qui se créeront, et c'est des centaines de milliers d'emplois qui seraient créés. C'est une obligation par rapport à une performance économique, mais c'est également une obligation, Badreddine, tu connais, tu as eu un exemple à Garça, c'est aussi une obligation de pouvoir transformer ces économies qui aujourd'hui représentent une catastrophe écologique et une catastrophe de santé publique également. Et on a une obligation de trouver des réponses. Est-ce qu'on peut la trouver seule? Encore une fois, je ne le pense pas. Ce n'est que dans la mutualisation et dans l'approche et dans la projection vers le futur qu'on pourra en même temps résoudre des problèmes d'environnement et des problèmes de santé publique, et en même temps de rénover, d'introduire de l'innovation et de toute la partie recherche et développement, etc. Dans cette intégration maghrébine, tous les secteurs en profiteront. Le secteur de l'éducation, le secteur de la recherche, le secteur de l'innovation, le secteur de l'agriculture, j'en ai parlé, le secteur financier, le secteur des technologies de l'information, le secteur du transport, j'en parlais tout à l'heure, avec des investissements qui seraient faits par ces États. Et contrairement à ce qu'on pense, cette région, dans cette mutualisation et dans cette solidarité avec une projection vers le futur, chacun des pays en profitera, chacune des régions en profiteront, et chacun des citoyens, bien entendu, en profiteront. Si on prend le secteur du transport, c'est une évidence. Je suis tout le temps frustré, puisque tu parlais de frustration, quand je vois qu'un Tunis-Alger, il n'y a qu'un vol par jour, deux des fois, qu'ils ont 2 heures de retard. Il devrait y avoir une passerelle entre Tunis et Alger, de la même manière qu'il devrait y avoir une passerelle, ce qu'on appelle une navette, avec toutes les demi-heures, qui puisse aller de Tunis à Alger, de Tunis à Tripoli, ou de Tripoli à Misrata, ou d'Alger à Casablanca. Un autre exemple, on parle très souvent des investissements directs étrangers. Il faut d'abord que vous sachiez que cette région, qui a une identité culturelle forte, une identité culturelle positive, et c'est une des régions du monde où les échanges interpays, mais à l'intérieur de la région, sont les plus faibles au monde. Ce qui est réellement un paradoxe. Et quand on parle d'investissement direct étranger, cette région du Maghreb n'attire que 0,4% des investissements directs étrangers au niveau mondial, n'attire que 2% des investissements directs étrangers au niveau des pays émergents. Ça représente quand même une somme considérable, mais 0,4%, si on les multiplie par 10, c'est plus d'1 million d'emplois directs qui sont créés. Et quand on dit 1 million d'emplois directs, c'est la structure de l'économie actuelle. Et comme je vous dirais, on n'aura rien compris si on fait cette intégration, qu'on projette cette intégration sur une structure d'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Si on la transforme, c'est plus d'emplois, bien entendu,
et c'est presque autant, voire plus, d'emplois indirects qui sont créés en étant plus attractifs et en ayant ce marché. Alors on me dit que c'est difficile, n'oubliez pas quelque chose, l'Europe s'est constituée et l'idée de l'Europe est devenue réalité après la Seconde Guerre mondiale entre deux belligérants, entre la France et l'Allemagne principalement, sur une idée simple, l'idée de l'unité de l'Europe du charbon, ensuite c'est devenu une grande idée qui s'est transformée, qui arrivera à un moment ou à un autre, non pas à saturation mais à quelques difficultés, mais néanmoins c'est une idée qui a amené le progrès, qui a amené le savoir, qui a amené l'innovation, et quand on se reprojette, je l'ai dit, ma mère est française, elle me raconte, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de courant sur le papier, il fallait être dans le palier pour trouver le courant. Il ne faut pas oublier comment était l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une transformation qui a connu les 30 glorieuses, on y a droit, vous y avez droit, mais quand on dit on y a droit, vous avez aussi l'obligation, en tout cas la responsabilité de faire en sorte qu'elle se réalise par votre ouverture d'esprit, par vos influences individuelles qui deviennent des influences collectives. Et tout ce que tu disais là-haut, moi je le mettrais dans un mot, tout ce que tu as dit, c'est la citoyenneté finalement, cette influence et cette place. Il faut que vous viviez votre vie de citoyen, c'est essentiel pour le futur. Je pourrais multiplier des exemples par rapport aux bénéfices de cette intégration maghrébine, et faites la vôtre. Ce bon mot de Churchill qui disait « Personne ne m'a dit que c'était impossible, donc je l'ai fait ». Donc faites-le. Croyez en vous pour relever ce défi de l'emploi et pour réussir à transformer notre économie. C'est par votre action quotidienne, c'est par votre influence quotidienne, c'est par votre action citoyenne quotidienne, c'est par votre investissement personnel collectif qu'on réussira ensemble, dans le respect des uns des autres et dans le respect des opinions des uns des autres, qu'on réussira à relever ce défi. Vous devez y croire, en tout cas moi j'y crois, c'est le sens de mon engagement. C'est pour ça qu'à un moment j'ai abandonné mon ancienne vie, j'y retournerai à un moment ou à un autre, mais enfin je vous souhaite tout le meilleur, je souhaite tout le meilleur pour notre pays, je suis persuadé qu'on y arrivera ensemble. Voilà. Et puis pour finir encore une fois, j'ai toujours tendance à transformer quelque chose ou quelque chose moi je trouve cet amphithéâtre exceptionnel, et peut-être que c'était quelque chose d'exceptionnel d'avoir votre événement ici plutôt qu'ailleurs. Voilà, merci.